période qui est difficile, qui s'est passée en plusieurs temps. Le premier temps, ça a été celui, disons, fin mars, avec la prise de conscience que le Covid allait venir en France. Il était vécu de façon très traumatique en Italie. Ça a commencé à devenir compliqué dans la partie est de la France. Et donc, s'agissant de Lyon, on avait l'impression de l'imminence d'un tsunami, d'une vague qui allait nous arriver dessus. Et en accord avec en fait les demandes du ministère, on a dû complètement arrêter notre activité normale pour s'organiser de manière à pouvoir accueillir la vague qui allait arriver dans les meilleures conditions, mais aussi pour nous, oncologues, organiser l'activité de façon à pouvoir protéger au maximum nos patients atteints de cancer. Donc on a eu une période très intense activité et très intense stress pour pouvoir s'adapter, et honnêtement en l'espace de 10 jours on était prêts à accueillir la vague et qu'on attendait, et puis elle est arrivée, mais c'est beaucoup moins qu'une vague, c'était globalement une augmentation progressive du nombre de patients dans des proportions qui sont restées acceptables à Lyon en tous les cas, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été complètement débordé. Donc, passé cette phase initiale, on a eu ensuite une phase temporaire où il fallait à la fois gérer le Covid et à la fois gérer nos patients atteints de cancer, mais qui restait malgré tout très angoissante parce qu'on ne savait pas en fait. Ce qui est le plus compliqué, c'est de ne pas avoir de visibilité au-delà de quelques jours sur ce qui allait se passer. Et donc, impossible de prévoir. On peut faire que de la précaution, mais on ne peut pas absolument prévoir les choses. Et puis ensuite, on a eu une phase où ça a été globalement le sommet, puis la décroissance. Et là où il a fallu réorganiser l'activité d'oncologie, qui s'est plutôt bien passée. Et aujourd'hui, maintenant, c'est encore une autre phase, une phase de doute sur comment vont se passer les choses, des doutes liés à notre expérience. Je suis en retard à cette interview parce que mes patients font beaucoup de complications, ils en font de façon normale, mais en raison du Covid, ils ont eu peur de venir à l'hôpital et donc du coup sont restés à domicile. Ou pour certains de mes patients, des personnes âgées, par exemple, m'ont dit que je ne voulais pas rentrer à l'hôpital sans avoir revu mes petits-enfants avant. Donc, ils ont attendu la fin du confinement pour ensuite venir à l'hôpital avec un tas de complications. Donc, voilà, de doutes sur comment elle va gérer la suite. Je suis assez peu inquiet sur la deuxième vague, pour dire la vérité. Je suis assez inquiet sur, par contre, la santé de la société et sur comment les choses vont évoluer. Et j'ai peur des fois qu'on en fasse un peu trop, en réalité, à la hauteur de ce que l'on peut expérimenter à l'hôpital. Donc aujourd'hui, je suis dans une phase de doute, d'espoir, mais j'aimerais bien qu'on soit capable aussi de passer à autre chose. Le premier défi a été celui d'être capable collectivement dans un établissement de santé, c'est-à-dire en impliquant la direction, en impliquant les soignants, en impliquant les administratifs d'une façon globale, sur comment réorganiser un hôpital qui était optimisé pour être hyper spécialisé. On a une médecine qui est hyper spécialisée. Comment finalement arriver à oublier cette hyper spécialisation pour être capable de prendre en charge une population globale qui ferait le Covid et pour lesquels on devrait être capable de tous, indépendamment de notre spécialité, être capable de les prendre en charge de la meilleure manière et pour limiter, entre guillemets, la casse. Donc ça a été le premier défi, c'était finalement d'oublier nos spécialisations pour être capable de prendre en charge des patients, de revenir à la médecine de base, de retourner un peu à la faculté. Un certain nombre d'entre nous avons dû reprendre des cours sur comment gérer une détresse respiratoire, comment analyser des gaz du sang, etc. Et ça, de ce point de vue-là, ça a été extrêmement constructif parce qu'on a une solidarité extrêmement importante qui s'est créée au sein des soignants, mais pas seulement, également avec l'ensemble des personnels qui travaillent à l'hôpital pour arriver à être prêts à accueillir les patients. On a vu cette solidarité, on était prêts,
jamais j'ai vu l'hôpital s'organiser de cette manière-là. C'était une vraie réussite, une vraie fierté également, parce que en 10 jours, on était prêts et on avait oublié finalement nos spécificités les uns et les autres. Donc, c'était un défi, mais à la fois une réussite. Dans un deuxième temps, on a identifié assez vite au niveau médical et même aussi au niveau chirurgical que cette adaptation n'avait de sens que dans l'urgence et qu'il ne fallait pas non plus oublier les autres patients. C'est-à-dire qu'il y a les patients atteints de Covid, il faut protéger la population et on était 100% d'accord pour participer. Mais on a aussi des patients jeunes qui, eux, font des cancers et qu'on ne peut pas laisser sur le bord de la route parce qu'on veut prendre en charge prendre en charge l'infection Covid. Et ça a été compliqué de faire comprendre à nos directions, aux autorités de santé, qu'il n'y avait pas que le Covid et qu'il y a aussi les autres patients. Et notamment au niveau chirurgical, ça a été l'objet d'un certain nombre de discussions extrêmement, disons, appuyées pour essayer de leur dire, écoutez, certes, on comprend qu'il faille mettre à disposition du Covid les moyens médicaux à 100%, mais il reste quand même aussi à continuer à s'occuper des patients atteints de cancer. Et il y a des patients qu'on peut guérir, il y a des patients jeunes, et il n'y a pas de raison de plus s'occuper d'eux. Et donc, ce rééquilibrage finalement des moyens de santé a été un petit peu lent à se mettre en œuvre, mais aujourd'hui, ça y est, on est revenu à une forme d'équilibre, même si ce n'est pas tout à fait parfait. Évidemment, il va falloir garder des moyens médicaux potentiels pour d'éventuelles vagues du Covid, mais c'est là que moi je pense qu'il faut être raisonnable et ne pas tourner à la surenchère, comme on peut un peu le voir dans la société aujourd'hui, à avoir le mal partout. Globalement, ça reste un virus, certes grave, mais on a aujourd'hui mis en place un tas de mesures barrières qui devraient être capables de contenir les choses. Et il faut continuer à revenir. Il faut revenir à nos activités précédentes, s'occuper des patients, gérer leurs complications aujourd'hui, et puis ça sera pour gérer tous les patients qui ont un retard diagnostique pour demain. La prise de décision à notre niveau, je peux parler finalement que de mon hôpital, elle s'est faite à plusieurs niveaux. Au sein de notre service proprement parlé, je vous ai parlé du besoin de protéger nos patients atteints de cancer, et on avait donc établi une stratégie de sanctuarisation du service d'oncologie et de radiothérapie. Et cette sanctuarisation, là, clairement, la décision relevait de nous. Alors, on était d'autant plus impliqués qu'à titre personnel, j'avais participé de façon très active aux recommandations nationales sur prise en charge des patients atteints de cancer dans le contexte Covid. Et donc, on avait établi des règles pour protéger au maximum nos patients atteints de cancer et qui passaient par des filtres à l'entrée du service, des appels téléphoniques la veille. On a fait intervenir des infirmières, des étudiants en médecine pour essayer au maximum de faire que le Covid ne rentre pas dans notre service. Et dès qu'un patient était contaminé par le Covid, immédiatement, il sortait du service ou il ne rentrait pas en tous les cas. Et ce qui a fait qu'on a limité au maximum les contaminations Covid chez les patients atteints de cancer. On a eu très peu de patients infectés. On en a eu 10 confirmés sur plusieurs centaines de patients suivis dans le service. Je pense que c'est une réussite à ce niveau-là. Alors après, le deuxième niveau décisionnel, c'est plutôt celui qui se fait au niveau du pôle d'activité médicale, le PAM, qui lui va regrouper l'ensemble des services de médecine de mon centre hospitalier qui est ici Lyon Sud, et qui donc nous informait 2 fois par semaine à l'occasion de réunions de crise, des réunions qui duraient 1 à 2 heures, 2 fois par semaine sur comment ajuster nos organisations. C'est réellement un ajustement en temps réel, hein. C'est-à-dire finalement voilà comment on organise les choses au niveau de l'hôpital, voilà ce que la gouvernance a décidé, et en fait c'était la direction du PAM qui était en lien avec la gouvernance de l'hôpital. Et donc là on avait un ajustement en temps réel. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est qu'on a géré une crise sans savoir comment ça allait être le lendemain et le surlendemain en permanence.
Moi, je suis très impliqué dans la recherche clinique. S'agissant de la recherche clinique, on avait des liens directs avec notre direction de la recherche clinique et de l'innovation, la DRC, qui nous a permis de gérer ça, je dirais, un petit peu ensemble. Donc, il y a eu un passage d'information qui s'est fait en sachant que assez vite, l'activité de recherche a été orientée autour du Covid plutôt que autour des activités cliniques classiques. Mais ça s'est très bien passé. Et la plupart de nos bureaux d'études cliniques ont été vidés puisque les ARC travaillaient à domicile en télétravail, même si, et l'activité a été forcément diminuée. Ensuite, sur le passage d'informations, entre collègues au sein du même PAM, c'était facile puisqu'on avait nos réunions à raison de 2 fois par semaine. On pouvait échanger à ce moment-là sur la façon de gérer les choses. Et puis, on a eu pas mal d'échanges entre oncologues des différents centres hospitaliers par téléphone à l'occasion de téléconférences, à l'occasion de visioconférences, à l'occasion de webcasts. Ça a été l'occasion de s'intéresser, de savoir ce qui se passait ailleurs dans les autres villes et qui nous a permis également de nous adapter les uns les autres en fonction des comportements des uns et des autres. Il y avait 2 niveaux d'information qui nous étaient disponibles. Il y a d'abord le niveau d'information des publications classiques, c'est-à-dire des journaux de cancérologie. Le Lancet Oncology s'était donné comme règle de publier beaucoup d'articles sur le Covid. Donc, on était vraiment noyés sous des articles, mais qui étaient en réalité de faible niveau de preuve scientifique, donc assez peu crédibles, et l'essentiel venant de la Chine d'ailleurs. Un petit peu d'Italie, mais quand même venant de la Chine. Et puis, beaucoup d'éditoriaux avec beaucoup d'avis personnels. Donc, on a eu les avis de toutes les grandes personnes connues, de tous les experts, mais qui finalement se basait sur un niveau de preuve pas plus élevé que ce dont on avait tous accès. Donc, on n'avait pas grand-chose. Bon, il suffisait de ce qu'il y avait dans la littérature. Certains journaux ont décidé de ne pas publier des articles à faible niveau de preuve, par exemple le JCO, qui est quand même pour nous une référence. Eh bien, je dois leur rendre hommage parce que clairement, ce qui va être publié dans le JCO est réellement crédible parce que sinon, on avait beaucoup de journaux, on ne savait pas trop quoi en faire. Il fallait vraiment séparer le bon et du mauvais grain. Et puis après, on avait les réseaux sociaux. Et alors là, vraiment, ça allait dans tous les sens. C'est passé par les polémiques autour de la chloroquine, en passant par des taux de mortalité considérables dans certains sous-groupes, certains traitements à l'immunothérapie pêle-mêle considérés comme un facteur aggravant, et puis d'un autre côté être un traitement de lutte contre le Covid. Franchement, donc ça allait vraiment du tout au tout. Et donc, c'est là qu'on doit faire appel à son raisonnement et à son bon sens. Finalement, je vous ai dit, nos recommandations, et qui ont été largement reprises au niveau international, ce qui est rigolo, c'est qu'elles étaient juste basées sur le bon sens, avec assez peu de niveau de preuve, mais finalement, on faisait avec ce qu'on avait. Et le niveau de preuve aujourd'hui reste encore très faible en réalité, autour du Covid et du cancer. Il nous faudra plusieurs mois d'études épidémiologiques bien conduites pour commencer à avoir une idée réellement globale de ce qu'a signifié ce virus pour nos patients atteints de cancer et d'une façon globale pour la prise en charge médicale. C'est passé par plusieurs niveaux. D'abord, le niveau le plus rapide, ça a été le niveau du Haut Conseil de santé publique qui nous avait sollicité, qui l'a ensuite transmis au ministère et qui l'a ensuite publié très rapidement sur le site du ministère, du Haut Conseil de santé publique, et qui l'a publié également en dépêche APM. Donc ça, c'était un moyen de diffusion aux directions des centres hospitaliers et pas seulement universitaires, donc par la dépêche APM. Ensuite, il y a eu un deuxième niveau qui a été celui des publications. Donc, ça a été publié, on l'a dit, dans Lancet Oncology, qui a ensuite été repris par l'ASCO, donc au niveau international, et au niveau national, ça a été publié dans le bulletin du cancer. Ensuite, la plupart des sociétés savantes françaises, des groupes d'experts, par exemple, je pense à la radiothérapie avec la SFRO, il y a eu l'AFSOS pour les soins de support, et puis après, il y a eu toutes les sociétés savantes, spécialité par spécialité, et pour la plupart, ils avaient repris
en fait, certains concepts de ces recommandations, notamment la sanctuarisation, donc il avait été repris. Donc du coup, évidemment, il a été repris, repris. Et puis dernièrement, on a participé, un certain nombre d'entre nous, à des webcasts qui restent quand même un moyen classique d'information de nos collègues et dans lesquels on a fait connaître ces recommandations. Le premier enseignement clé, c'est que, alors qu'on pensait qu'on allait dans une médecine de plus en plus spécialisée, avec un hôpital de plus en plus sectorisé, hyper centré sur un certain nombre de domaines d'activité hyper pointus, on a été capable en 10 jours d'arrêter tout ça et de revenir à une médecine qui permettait de prendre en charge le plus grand nombre avec une seule maladie, et qui passait par l'arrêt des interventions chirurgicales pour mettre à disposition des anesthésistes réa dans des services de réanimation, qui passait par la nécessité de tous les médecins de se reformer à la pneumologie. L'hôpital l'a fait. On était prêt. On pouvait être submergé, on était prêt. Et on avait été prêt, enfin on s'était vraiment mis en condition pour répondre à l'urgence sanitaire. Il se trouve qu'à Lyon, on a été relativement favorisé, donc ça a été moins nécessaire, mais on était prêt. Et ça, déjà, c'est le premier enseignement, c'est que finalement, on garde une souplesse et une plasticité qui est considérable, ce qui est rassurant. Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième message, il est sur la gouvernance de l'hôpital. On voit bien que dans une crise comme ça, ceux qui font avancer les choses, ce sont les soignants. Et malheureusement, ça avait été un peu oublié dans l'organisation, la société. On parle très souvent des multiples couches administratives, elle est réelle et elle est un problème. Et en fait, vous avez un tas d'organismes qui étaient censés répondre à la crise sanitaire, qui était gérée par des administratifs avec de l'argent public, n'ont pas été capables de répondre. Et ceux qui ont répondu en fait à l'urgence, c'est les gens de terrain. Donc en fait, l'enseignement, c'est que à l'avenir, quand on voudra mettre en place des systèmes de prévention, des systèmes de réaction à une crise, il est indispensable que les gens de terrain soient impliqués. Mais ça passe par un certain nombre de sortir de la lourdeur, des contraintes administratives, de ces conflits d'intérêts dont on n'arrête pas d'entendre parler. La réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est que c'est les gens de terrain qui font avancer les choses, qui permettent d'organiser les soins, etc. Et je pense que d'un point de vue gouvernance d'établissement, j'espère que ça va être entendu. Le troisième message, c'est plutôt sur celui de l'avenir, enfin, pas seulement. En tout cas, on a eu très peur pour nos patients atteints de cancer, là je parle en tant qu'oncologue. On a été capable de les protéger, probablement parce qu'heureusement on avait nos partenaires italiens qui nous avaient informés, mais on a été capable de les protéger, les moyens qu'on a mis en œuvre, la sanctuarisation, on l'a dit avec des mesures de bon sens. C'est donc on est capable de les soigner, on est capable de les protéger. Et donc, maintenant, il faut revenir à la prise en charge normale de ces patients et il ne faut pas les oublier. Donc, le troisième message, c'est attention aux dommages collatéraux, attention aux risques, que finalement les conséquences secondaires soient plus importantes que les conséquences qu'on craint du virus. Donc, c'est un appel à ce que la société redevienne un petit peu raisonnable, retourne au travail, retourne à l'école. Que nous, on puisse s'occuper de nos patients atteints de cancer, on puisse les opérer et n'ayez pas peur, finalement, on a su faire, on a su gérer, donc soyons raisonnables et sortons un peu du sensationnel, de l'émotif, de l'affectif, du complotisme aussi.
la réalité de la vraie vie, elle n'est pas là. Et ce qu'on a vécu à l'hôpital, c'était tellement loin de ça. Et sortons un petit peu de ces querelles politiques permanentes. On a besoin d'autre chose.